Bonjour. Bonjour. Ouais, comme on est un petit peu nombreux, n'oubliez pas de couper vos micros. Et j'ai lancé l'enregistrement. Oui, je pense que quand même ça peut être intéressant pour vous. Vous venez à côté de moi et comme ça, vous... Ah bah, comme vous voulez. D'accord. Merci. Alors, je pense que personne ne parlait, c'est pour ça que vous ne nous entendiez pas. Je vois qu'il y a une question dans le chat. On n'a pas encore démarré, mais c'est normal. Normalement, vous devez nous entendre. Autoriser l'accès. Mais annuler, vous en foutez. Ah, attends, Johanna, on a perdu. Ça y est, moi je suis revenue. Johanna, on a perdu ton écran. Alors, attendez. C'est pas trop fort, c'est pas vrai. Alors, Est-ce que c'est bon, Margot? Ouais, là, on voit ça le diaporama, c'est très bien. On entend des gens parler. Oui, Normal. merci de couper vos micros. Merci, j'essaie de couper en même temps les autres micros. Et après, vous nous direz quand vous voulez qu'on démarre. Par contre, je pense, Margot, que quelqu'un est en train de couper mon micro. Oui, C'est parce j'ai qu'il y a... l'impression. D'accord, c'est parce qu'il y a des participants, mais du coup, ça coupe automatiquement mon micro. Mais c'est bon, on t'entend. Madame Beteux, est-ce que vous voulez qu'on démarre? On attend encore un petit peu. Ah, je crois que votre micro est coupé, par contre. Oui, ça coupe automatiquement, en fait, et du coup, on ne s'en rend pas compte. Madame Beteux, votre micro est coupé. J'ai pas coupé mon micro, il y a quelqu'un qui me coupe le micro. Ouais, c'est Bon, ça, oui. bah, c'est bon, ça marche bien, on vous entend. Voilà. Monsieur Carbonel, est-ce que Madame Vigier est arrivée? Non, on va commencer malgré tout. Oui, on peut commencer. Madame Vigier ne pourra pas participer au webinaire. D'accord, parfait, parfait. Ok. Ben, allons-y, Madame Buguet, si vous voulez. Oui, donc bonjour à tous. Margot Buguet, de l'Agence du numérique en santé. On est ravis de vous retrouver. On va vous présenter avec Johanna l'INS, le fonctionnement de l'INS pour la médecine du travail et répondre aussi à toutes vos questions. Je crois que vous en avez pas mal sur les finesses. Voilà, maintenant que vous disposez d'un finesse sur à quoi ça sert et comment vous pouvez vous enregistrer auprès de l'ANS et disposer de votre propre certificat. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et Johanna, je te laisse Oui, la parole. merci beaucoup, Margot. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter l'identité nationale de santé, l'INS, et sa mise en œuvre dans les services de prévention et de santé au travail.
Alors, concernant l'ordre du jour, dans un premier temps, nous aurons l'occasion de voir quelques éléments concernant la notion d'identité nationale de santé. Donc, par exemple, comment on définit l'INS, quels sont ses composants, c'est que l'identité-vigilance et aussi quel est le lien entre l'identité-vigilance et l'INS. Nous allons continuer avec les prérequis à la mise en place de l'INS. Donc, cette partie sera notamment centrée sur les démarches à effectuer auprès de l'ANS afin de récupérer le moyen d'identification électronique nécessaire pour accéder aux téléservices INSI et aux services socles comme les DMP ou la MS Santé. Et la dernière partie de cette présentation concerne les bonnes pratiques pour la mise en place de l'INS. Donc, quelles sont les actions à mener qui vont vous permettre d'appliquer les règles liées à l'identité-vigilance et qualifier les identités. Donc, la première partie sur l'identité nationale des santé. Excusez-moi, Madame Oui. Je vous Oui. coupe la parole, Corinne Leteux. Donc, je vous Oui. remercie tous d'être très nombreux à vous être inscrits sur notre invitation. Mais dire que l'ANS, donc vous faites une présentation, mais que nous avons la chance que la DGT soit là à la personne de Monsieur Carbonel. Et ainsi, dans la séquence questions-réponses, l'Agence du numérique en santé, la DGT et moi-même serons en situation de vous répondre. Et donc, c'est un point que je souhaitais préciser parce que c'est une chance que nous ayons la DGT aussi avec nous. Voilà. Excusez-moi, Madame Papadel. Vous en prie, merci beaucoup. Donc, l'INS est un projet qui vise à l'utilisation par l'ensemble des acteurs des santé d'une même identité. Donc, par ailleurs, il est obligatoire depuis le 1er janvier 2021 de référencer toute donnée de santé avec l'INS. Donc, cette identité, cette INS est composée du matricule INS et des 5 traits stricts de référence. Donc, quels sont ces traits stricts de référence? Le nom de naissance, la liste de prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et les codes liés de naissance. Donc, on peut dire que la généralisation de l'utilisation des INS contribue, par exemple, à réduire les doublons et aussi à faciliter la recherche d'un usager déjà connu dans les systèmes. Donc, de manière générale, avec l'INS, un usager ne peut pas avoir plusieurs identités possibles chez les acteurs qui le prennent en charge. Donc, un petit focus sur le matricule INS qui fait partie des éléments qui composent l'INS. Donc, ce matricule correspond au NIR. Donc, le NIR, c'est le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, plus connu sous la dénomination numéro de sécurité sociale. Donc, le matricule INS est identique au numéro de sécurité sociale dans les cas où l'usager est lui-même l'assuré. Il est aussi possible que ce matricule INS corresponde au NIA. Donc, NIA, c'est les numéros identifiants d'attente de l'usager. Donc, cela concerne les personnes qui ne sont pas nées en France, mais qui sont bénéficiaires de l'assurance maladie et qui sont donc en attente de la rématriculation. Pourquoi utiliser l'INS du salarié au quotidien? Comme évoqué tout à l'heure, donc l'INS est un projet qui vise à l'utilisation par l'ensemble des acteurs de santé d'une même identité. Donc, cela permet de faciliter les échanges et le partage de données de santé entre votre service et vos interlocuteurs. Donc, les identités de vos patients sont fiabilisées. Il est aussi possible d'échanger des données via MS Santé, alimenter le DMP, le dossier médical partagé, au sein de mon espace santé. Et utiliser l'INS permet également de gagner du temps en rattachant, par exemple, plus facilement un document au bon dossier patient.
Et ce partage de l'information médicale est particulièrement important dans les cadres de parcours de soins complexes, par exemple, ou dans les cadres des situations des crises sanitaires, ce qui implique la coordination de nombreux professionnels et acteurs de la santé. Cette utilisation des l'INS pour le partage d'informations est restreinte à un cercle de confiance d'acteurs. Donc, seuls les acteurs de la santé et du médico-social impliqués dans la prise en charge de l'usager ou du suivi médico-social de la personne ou maintenant des actions de prévention sont habilités à utiliser l'INS. Et dans ce cercle, on trouve plusieurs couloirs, par exemple des établissements de santé comme les cliniques, les hôpitaux, des établissements du médico-social, des EHPAD, des foyers de vie, les libéraux, mais on trouve également les services de prévention et de santé au travail. Nous avons parlé du référencement des données partagées, échangées avec l'INS, mais il y a une condition quant à l'utilisation du matricule INS pour l'échange des données. Donc, l'INS doit être qualifié. Donc, on considère que l'INS est qualifié lorsque deux conditions sont réunies. Donc, la première condition, l'identité du patient doit être vérifiée sur la base d'un dispositif à haut niveau de confiance. Donc, on verra quels sont ces dispositifs. Et la deuxième condition, l'INS doit être récupéré par le biais du téléservice INSI. Et c'est justement dans ces deux conditions que nous trouvons les liens entre l'identitovigilance, cette organisation mise en œuvre pour fiabiliser l'identification de l'usager et l'INS. Donc voilà, pour valider l'identité, il faut toujours utiliser un dispositif à haut niveau de confiance. Donc quels sont ces dispositifs à haut niveau de confiance qui permettent de valider une identité? Donc pour l'usager français, il est possible d'utiliser la carte nationale d'identité ou le passeport. Pour les usagers étrangers, il est possible d'utiliser le passeport ou les titres de séjour et pour les ressortissants européens, la carte d'identité nationale. Il est aussi possible d'utiliser un dispositif d'identification électronique de niveau substantiel EIDAS. Donc, pour vous donner quelques exemples de tels dispositifs, ça pourrait être la e-carte d'identité, l'identité numérique, la poste ou même l'appli carte vitale. Donc, une identité validée par un dispositif à haut niveau de confiance peut passer au statut qualifié en faisant l'appel au téléservice INSI. Donc, pour chaque salarié déjà connu ou nouvel arrivant, les services de prévention et de santé au travail peuvent faire appel au téléservice INSI pour récupérer l'INS d'un salarié. Et ensuite, il faut vérifier la cohérence entre les données retournées par les téléservices INSI et les données qui existent sur la pièce d'identité. Et comme ça, on peut qualifier l'identité du salarié. Une fois l'INS qualifié, il n'est pas nécessaire de renouveler cette opération à chaque venue du salarié. Donc, il y a aussi une autre opération disponible pour les téléservices INSI, donc l'opération de vérification. Donc, il est possible d'appeler les téléservices non pas pour récupérer une INS, mais pour vérifier une INS. Et cette opération peut avoir lieu, par exemple, dans les cas d'une INS expéditeur extérieur à l'établissement. Donc, avant d'intégrer cette INS dans les systèmes, il faut la vérifier en faisant un appel au téléservice INSI. Alors, comment diffuser l'INS? Donc, uniquement une INS qualifiée peut être diffusée. Et il faut tout d'abord respecter un ensemble des standards d'interopérabilité. Donc, quel type de flux il faut utiliser pour échanger ces informations entre deux systèmes, par exemple.
Et dans les cas d'une édition d'un document qui comporte des données de santé, donc un document qui est généré par les systèmes, les traits d'identité du patient, dont les matricules INS doivent s'afficher en clair et les logiciels doivent également permettre d'apposer sur les documents un data matrix contenant l'ensemble des l'INS. Donc, scanner ces data matrix permet au destinateur d'ouvrir un dossier patient directement ou même de pré-remplir les traits pour la création d'un nouveau dossier. Donc, nous allons passer à la deuxième partie sur les prérequis à la mise en place des l'INS. Les services de prévention et de santé au travail sont désormais enregistrés dans FINES et peuvent donc, à ce titre, contractualiser avec l'ANS et donc obtenir des moyens d'identification électronique. Il est possible de consulter les informations concernant votre service directement sur les sites FINES. Le site permet deux types de recherche, une recherche par thème et une recherche par code de nomenclature. Et pour les deux cas de recherche, il est possible de faire une recherche par la raison sociale du service, par exemple, ou par le numéro FINES, si vous l'avez déjà. Mais sinon, il est également possible de solliciter l'ensemble des services de prévention et de santé au travail inscrits sur les répertoires en sélectionnant les bons critères. Donc, par exemple, si on fait une recherche… Si je peux me permettre, ce n'est pas de Oui, solliciter, c'est de sélectionner la liste de l'ensemble des services. oui, 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 très bien, c'est exactement, merci beaucoup. Donc, par exemple, pour une recherche par thème, vous avez l'option service de prévention et de santé au travail, donc SPST, et cette option permet d'afficher toute la liste. C'est la liste que Présence vous a adressée il y a un mois, à date d'il y a un mois. Nous l'avons extraite il y a un mois en mettant en évidence les services de santé au travail interentreprises, parce que dans cette liste, il y a aussi des services autonomes et des services des fonctions publiques. Et ainsi, pour vous, nos adhérents de Présence, services de santé au travail interentreprises, vous disposez de cette liste. Merci. Ça ne vous empêche pas d'aller la télécharger maintenant. Oui, et après, il est possible aussi d'afficher cette liste, de télécharger cette liste en sélectionnant certains critères dans la recherche par code de nomenclature. Là, par contre, il faut renseigner plusieurs critères, domaine, agrégat, catégorie. Donc, les critères à choisir sont bien indiqués au niveau de la diapositive. Et voilà. Et donc, pour pouvoir accéder au téléservice NSI et au service socle, il faut d'abord contractualiser avec l'ANS et obtenir les moyens d'identification électronique. Donc, il y a des cartes CPS et il y a aussi des certificats logiciels. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, les cartes CPX sont des cartes d'identité professionnelle dédiées au secteur de la santé, du social ou du médico-social. Et ces cartes attestent de l'identité de son porteur et sont utilisées pour sécuriser l'accès aux services numériques de santé. Donc, ces cartes peuvent être demandées auprès des ordres pour le professionnel de santé à ordre ou auprès de l'ANS pour tout le professionnel sans ordre. Et il y a aussi les cartes ICPS. Donc, les cartes ICPS sont… mais il y a aussi des cartes ICPS. Donc, ces cartes sont l'équivalent numérique des cartes CPS, permettant aux professionnels d'accéder aux services numériques en mobilité. De l'autre côté, le certificat logiciel est en fichier informatique, faisant fonction de pièces d'identité numérique et de cette manière, ce certificat permet de garantir à distance l'identité d'un professionnel de santé ou d'une structure. Donc, un petit point de vigilance, si le service souhaite utiliser un certificat pour s'identifier au téléservice NSI, une procédure interne d'auto-homologation doit avoir lieu. Donc, en quoi elle consiste cette procédure?
Donc, il s'agit d'une procédure interne à la structure et sous sa responsabilité. Elle permet notamment d'identifier les risques liés au traitement des données récupérées via les téléservices INSI. Et une fois les risques identifiés, de mettre en place des mesures afin de réduire ces risques. Donc, pour vous donner quelques exemples des risques identifiés, un professionnel de santé partage son accès au téléservice INSI par certificat logiciel avec un autre professionnel. Donc là, on voit que les traces des connexions et des consultations ne sont plus imputables. Ou un autre exemple, une personne physique peut utiliser le système d'information de la structure du service pour récupérer massivement via le téléservice les INS de personnes, des données de personnes qui ne sont pas prises en charge ou qui ne sont pas suivies par la structure ou par les services. Donc, l'ANS a publié un guide pour la réalisation de cette procédure d'auto-homologation afin d'accompagner les structures. Et vous avez le lien vers les guides au niveau de la diapositive. La diapositive suivante présente de manière synthétique les démarches à effectuer auprès de l'ANS pour la contractualisation et aussi pour l'obtention des moyens d'identification électronique. Le point de départ concernant ces démarches est bien la contractualisation avec l'ANS. Donc, pour cette contractualisation, il faut utiliser le finesse juridique. Il s'agit du finesse qui correspond à l'entité juridique dont le service y est rattaché. Et il est possible de faire cette démarche en ligne ou il est possible aussi de remplir les contrats sous format papier. À titre indicatif, l'ANS a besoin d'environ 10 jours pour traiter un dossier de demande des contractualisations complet. Mais voilà, encore une fois, il s'agit d'un délai indicatif et cela dépend des flux en fait. C'est suite à cette contractualisation que les services peuvent procéder à la commande des moyens d'identification électronique. Donc, si vous souhaitez commander d'autres cartes, il y a la possibilité d'utiliser les téléservices TOM. Si vous souhaitez obtenir un certificat, alors il faut d'abord déclarer des administrateurs techniques et ce sont ces administrateurs techniques qui sont autorisés à commander les certificats logiciels. Donc, vous pouvez déclarer les administrateurs techniques via une démarche en ligne ou via un formulaire. Donc, c'est le formulaire F413. Et à partir du 15 septembre, il est également possible de déclarer des administrateurs techniques via le portail Mes habilitations. Donc, les responsables légaux du service peuvent se connecter avec sa carte et habiliter les administrateurs techniques. Et c'est par la suite que ces administrateurs techniques vont commander des certificats sur le site IGC Santé. Et voilà, donc sur ces diapositives, vous pouvez trouver tous les liens utiles pour vos démarches, si vous voulez faire une démarche en ligne ou si vous voulez faire une démarche sous format papier. Alors ensuite, pour mettre en place l'INS, quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont les actions à mener et les bonnes pratiques afin de mettre en place l'INS au sein de votre service? Nous avons identifié 3 étapes des actions à mettre en place. Donc la première étape, effectuer les démarches auprès de l'ANS et prendre connaissance de la documentation sur l'INS. Donc, la partie sur les démarches auprès de l'ANS a été déjà présentée. Donc, en ce qui concerne la documentation, les services doivent s'approprier la documentation socle sur les projets INS. Et donc, c'est au niveau de la diapositive suivante que voilà, on voit un peu mieux voilà, cette documentation socle. Elle est constituée par trois documents majeurs qui sont opposables. Donc, c'est les référenciers d'INS qui précisent les mesures de sécurité et modalités d'utilisation des INS, le référentiel national d'identité-vigilance RNIV qui définit les bonnes pratiques
en termes d'identification des usagers. Et le troisième document, c'est les guides d'implémentation qui déclinent les exigences du RNIV à destination des éditeurs. Alors, la deuxième étape, c'est définir la stratégie de qualification. Donc, avant de mettre en place l'INS, avant de commencer à qualifier des identités, il est recommandé de réaliser un état des lieux afin de définir les modalités d'organisation et des qualifications des identités. Par exemple, pour vérifier et valider l'identité d'une personne, d'un salarié, quel acteur et à quel moment va vérifier sa pièce d'identité. Donc, ça pourrait être les secrétariats, un président du salarié avant la consultation, ou ça pourrait être le médecin pendant la consultation. Et là, encore une fois, c'est juste des exemples. Et parmi les bonnes pratiques, on trouve aussi la mise en place d'un plan de conduite du changement. Donc, les services peuvent sensibiliser, former et accompagner le professionnel sur l'utilisation des l'INS et les bonnes pratiques d'identité-vigilance. Alors, troisième étape, la qualification des identités. Donc, une fois que les services commencent à qualifier les identités, il faut mettre en place un système de pilotage. Donc, par exemple, suivre les indicateurs des qualités. Donc, quel est le taux d'identité qualifié? Et aussi organiser un système de traitement des écarts entre le retour du téléservice INSI et le titre d'identité de l'usager. Donc, pour cette dernière action, certaines fiches pratiques ont été rédigées afin d'indiquer la conduite à tenir. Voilà, et donc vous avez quelques liens sur ces diapositives et aussi sur une diapositive suivante. Donc, il s'agit de fiches pratiques du réseau des référents régionaux en identité-vigilance, donc c'est les 3 rives, qui expliquent en donnant plusieurs exemples, plusieurs cas d'usage, quelle est la conduite à tenir en cas d'incohérence constatée entre les retours du téléservice INSI et la pièce d'identité de l'usager, du salarié. Donc, il nous reste encore un peu du temps et nous pouvons vous présenter quelques éléments ajoutés en annexe qui permettent d'approfondir certaines thématiques déjà évoquées lors de cette présentation. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Okay. Oui, moi, je suis d'accord. Très bien. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, nous avons dit que le matricule INS correspond au NIR, les numéros d'inscription au répertoire national des personnes physiques, qui est plus connu sous la dénomination numéro de sécurité sociale. Donc, le matricule INS est identique au numéro de sécurité sociale dans les cas où l'usager est lui-même l'assuré. Et il est aussi possible que ces matricules INS correspondent au ENIA. Donc, c'est les numéros identifiés d'attente de l'usager. Cela concerne les personnes qui ne sont pas nées en France, mais qui sont bénéficiaires de l'assurance maladie et qui sont donc en attente de leur immatriculation. Et on voit alors que l'immense majorité des usagers possèdent bien une INS. Donc, seule une petite minorité d'usagers n'aura pas d'ENIR ou de ENIA. Comme c'est le cas pour les étrangers de passage, comme des touristes ou des personnes en situation irrégulière. Mais évidemment, ces usagers seront pris en charge également, de la même manière qu'aujourd'hui, et leurs données seront référencées par d'autres types, par exemple en utilisant un identifiant local. Mais ce qui veut dire que pour les services de santé au travail qui récupèrent l'INS, il faut que on sache que l'INS qui va nous être attribué dépendra d'un NIA et pas d'un NIR. Mais pour nous, pour l'utilisation de l'INS, ça ne change pas. Sauf Voilà, oui, Hein, c'est ça? Et bien sûr. le jour où la personne bascule d'un statut de travailleur en situation irrégulière en France et qu'elle a obtenu des titres pour être en France de façon irrégulière, est-ce que son passage de NIA à NIR donnera lieu à un changement de son INS? Alors là, je pense que c'est uniquement le type de Oui, c'est l'INS ça. qui va changer. Voilà, le type de Oui, l'INS, c'est ça, voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. c'est ça. C'est dans le cryptage de l'INS, Mhm. on
il apparaîtra que ce qui a permis de le constituer maintenant, c'est un NIR et non plus un NIA. Oui. Mais nous n'aurons plus, enfin, nous n'aurons pas à recréer un autre dossier avec un nouvel INS. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Merci Madame C'est Buquet. les traits, tout, ça va rester exactement, ça va être la même chose. C'est juste que le type ne sera plus indiqué comme ENIA, mais ENIR. Il n'y a Ouais, que ça. ouais. Mm. Oui, c'est ça, c'est ça. Mm. Parce que dans certains secteurs d'activité, notamment dans le BTP, mais aussi l'alimentaire, enfin, il y a quand même des travailleurs parfois nombreux en situation transitoire, quoi. Bien sûr. Alors, nous avons également évoqué les 2 opérations du téléservice, donc l'opération des récupérations et l'opération de vérification. Pour récupérer l'INS, il est possible d'interroger les téléservices soit par carte vitale, soit par trait. Donc, utiliser la carte vitale du salarié n'est pas du tout obligatoire. Voilà, il est tout à fait possible d'interroger le téléservice INSI par saisie des traits d'identité. Donc, les données à renseigner à minima sont les suivants: nom de naissance, premier prénom de naissance, date des naissances et sexe. Et par la suite, le téléservice va retourner certaines données, dont le nom des naissances, la liste de prénoms de naissance, donc pas uniquement le premier prénom, c'est la liste de prénoms de naissance retournée par le téléservice, la date des naissances, le sexe, le lieu de naissance et aussi le matricule INS, donc des types NIR ou ENIA. Concernant la vérification des l'INS, cette opération peut avoir lieu, par exemple, dans les cas d'une INS qui est transmise par un expéditeur extérieur à l'établissement, extérieur au service. Et donc, avant d'intégrer cette INS, il faut la vérifier. Mais il est possible aussi de vérifier de manière périodique. Donc, il est recommandé de faire cette vérification tous les 3 à 5 ans. Les INS déjà contenus, enfin, les INS qui existent dans la base d'identité du service, pour vérifier qu'il n'y a pas eu un changement entre-temps. Donc nous, ça interviendra dans 3 ou 5 ans, puisque nous allons Exactement. débuter Exactement. cette C'est phase ça. de Bien vérification. sûr. Parce que la probabilité que ça nous soit transmis par un établissement externe est très, très faible chez nous. Oui. Donc c'est voilà, c'est plutôt la vérification périodique, voilà, pour vérifier que qu'il n'y a pas eu de changement, une modification majeure dans les identités qui existent déjà dans votre base. Voilà. Oui. Alors, quelques éléments. Excusez-moi, Oui, Madame Papanaki, oui. il est important parce que nous avons eu la question de revenir sur cette concrètement, l'appel de l'opération peut-elle se faire de manière unitaire ou en masse? Oui. Revenir sur le fait que voilà, merci beaucoup. Oui, oui, c'est Que possible. Oui. les services m'ont posé bien sûr cette question auquel on a Oui. déjà répondu individuellement, mais là on a D'accord. 114 personnes, donc autant le dire Oui. devant tout le monde. Oui, oui, bien sûr. Justement, la récupération des l'INS peut avoir lieu uniquement de manière unitaire. Voilà, on ne peut pas récupérer des INS en masse, mais par contre, il est tout à fait possible de lancer une opération de vérification pour plusieurs identités. Enfin, par exemple, pour toutes les identités qui existent dans la base d'identité du système. Mais la vérification, ce sera pour nous dans 3 à 5 ans. Mais, Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Voilà. l'appel, la qualification ne peut se faire que de manière unitaire. Unitaire, exactement. Voilà. La qualification unitaire, c'est identité par identité. Concrètement, on ne peut pas demander à tous les numéros NIR d'une entreprise, puisque de toute façon, toute l'identité-vigilance doit se faire, se conduire individuellement. Donc, Bien ce n'est sûr. pas envisageable. Hein. Après, Bien sûr. juste pour compléter la réponse de Johanna, ce qui peut être envisageable, c'est, si je prends le cas de l'hôpital, par exemple, on a autorisé le fait que, par exemple, pour les patients qui venaient dans la semaine, que pour tous ces patients-là, l'appel au téléservice INSI se fasse une seule fois. Voilà, au moment du travail de préadmission, par exemple. Et ensuite, après, la vérification de l'identité se fait au fil de l'eau. Ça peut être envisageable. Donc, par exemple, pour les salariés, si je prends le cas de la médecine du travail, qui viendraient peut-être dans la semaine, avant de les voir en consultation, peut-être qu'on pourrait envisager qu'il y ait un appel
qui se fasse au téléservice INSEE pour voilà, tous ces patients-là, pour récupérer les INS. Donc, ça serait de manière, enfin, l'appel serait de manière séquentielle, donc une identité après l'autre, mais au moins, il y aurait juste un seul appel qui serait fait et vous aurez l'INS des salariés qui viendront dans une semaine. Et après, il y aura la vérification de l'identité qui se fera au fil de l'eau lorsque le salarié se présente. Et qui se fera donc unitairement. Mais c'est très important ce que vous venez de dire parce que c'est un changement par rapport à ce qu'on avait annoncé lors des précédentes réunions, que cette possibilité de faire en début de semaine pour tous les convoqués de la semaine, une interrogation du logiciel et après de qualifier au fil de la semaine Oui. unitairement chaque INS que l'on aurait reçu et qui n'est pas qualifié puisqu'il n'a pas été croisé avec le contrôle de l'identito-vigilance et que donc il n'est pas qualifié. Ça, c'est quand même, je pense, enfin, nos auditeurs vont réagir, mais ça, c'est une information nouvelle, je pense, très importante pour le fonctionnement des services. Et aussi, mais peut-être que Johanna, tu l'avais précisé, on peut rappeler, enfin, du coup, je pense que vous l'avez compris, mais les 2 opérations, appel au téléservice INSEE et vérification de l'identité, ne sont pas à faire forcément en même temps. Voilà, vous pouvez les faire de manière décorrélée. Soit vous faites d'abord appel au téléservice INSEE, par exemple, en début de semaine, et puis voilà, vous validez l'identité après. Ou alors on peut Oui. envisager que vous voyez déjà le salarié, vous validez son identité, et puis vous faites appel au téléservice INSEE 2-3 jours après. Enfin voilà, Mm. ça, c'est en fonction de votre organisation interne. Il n'y a pas Oui. de règle en tout cas là-dessus. Ben, merci beaucoup. Merci Mm. beaucoup. C'est très important que nous soyons revenus sur cette souplesse. Merci Mm. beaucoup. Et justement, par rapport à ces sujets, bah, le logiciel doit permettre en fait d'attribuer 4 statuts différents à une identité. Donc, une identité provisoire, bah, c'est une identité qui vient d'être créée. Donc, on n'a pas validé l'identité, on n'a pas vérifié, par exemple, la pièce d'identité de la personne, on n'a pas récupéré son INS, on n'a pas fait un appel au téléservice INSI. Donc, ça, c'est une identité provisoire. Et après, voilà, soit on peut valider l'identité, voilà, pas au même moment, ça peut être voilà, quelques jours après, on peut valider l'identité avec la pièce d'identité le passeport de l'usager. Donc l'identité passe de provisoire à validé, d'accord? Et ensuite, on peut faire un appel au téléservice INSI pour récupérer son INS. Et donc l'identité validée devient identité qualifiée. Il est aussi possible d'avoir une identité provisoire, de ne pas valider tout de suite la pièce d'identité, mais de faire un appel au téléservice INSI. Donc l'identité provisoire va devenir une identité récupérée et quelques jours plus tard, enfin voilà, on peut valider l'identité, c'est-à-dire comparer le retour de l'INSI avec la pièce d'identité. Et s'il y a une correspondance, bah, du coup l'identité passe au statut qualifié. Donc, les systèmes doivent permettre en fait le traitement de ces 4 statuts d'identité. Donc on est bien d'accord, nous, on est pour l'instant, comme on n'est pas dans 3 ou 5 ans, on est uniquement dans la colonne de gauche avec les 2 puces rouges et jaunes. La personne arrive sans INS, Voilà, la hein, personne arrive sans on peut INS. être que là, Oui, actuellement, hein. voilà. Non, mais je Mmh, préfère, vous savez, des fois, oui. hein, c'est difficile, c'est beaucoup de Mmh. notions nouvelles ensemble, donc je préfère, parfois simplifier, excusez-moi, hein. Non, non, bien sûr. Donc voilà, effectivement, voilà, vous avez des identités provisoires qui sont validées parce que vous avez fait un contrôle d'identito-vigilance. Voilà. Et maintenant, avec les téléservices INSI, avec des appels pour les identités validées, vous pouvez, enfin, toutes ces identités, s'il y a une correspondance entre les traits retournés par les téléservices INSI et les traits actuellement en base, les traits validés, toutes les identités vont passer au statut qualifié. Voilà. Et après, le RNIV, le référentiel, national d'identité-vigilance prévoit aussi 3 attributs. Alors une identité homonyme, une identité douteuse et une identité fictive. Par exemple, une identité homonyme a pour objet de faciliter l'identification et la gestion des identités à fort taux de ressemblances. Voilà. On peut avoir aussi l'attribut identité douteuse, qui permet de tracer l'existence d'un doute, sur la véracité de l'identité. Par exemple, l'usager est confus, enfin, il y a une suspicion d'utilisation frauduleuse d'identité.
Voilà. Donc, une telle identité qui a l'attribut douteuse, elle ne peut que rester au statut identité provisoire. Parce qu'à partir du moment où il y a une suspicion d'utilisation frauduleuse d'identité, on ne peut pas valider cette identité. Et on peut aussi avoir un attribut identité fictive qui, encore une fois, peut uniquement être associé au statut identité provisoire. Et cet attribut a pour objet de faciliter la gestion on peut dire des identités dites sensibles qui font l'objet d'une réglementation particulière en termes d'anonymisation de prise en charge. Donc voilà, je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut vous concerner, ni l'identité douteuse, ni l'identité fictive, mais par contre l'identité homonyme, c'est un attribut qui peut être utilisé si vous avez quelques identités à forte dérassemblance, vous pouvez utiliser l'identité homonyme. Donc voilà, on a fait les tours. Merci beaucoup pour votre attention. Donc je n'ai pas regardé les questions, pas du tout, parce que je n'ai pas accès. Donc je ne sais pas Non, si mais vous voulez. Madame Buguet et moi-même les avons regardés OK. et pour un certain nombre traités en live, il en Oui. reste cependant. Mmh. Alors, concernant le finesse, alors redire celles auxquelles on a répondu individuellement, et peut-être monsieur Carbonel, répondre à cette question. Si nous avons une difficulté parce que nous n'avons pas reçu le finesse, bon, c'est que 3 services inter en France, mais ou si, nous avons reçu plusieurs numéros finesse, q ou troisième cas de figure, si nous avons reçu un numéro finesse, mais que nous fusionnons dans quelques jours, à qui nous adresser? Est-ce que nous nous adressons à la DREETS, à l'ARS, à l'ANS? Monsieur Carbonel, je crois que c'est un sujet que nous avons traité en amont. Oui. Alors, on a convenu que les SPST faisaient remonter leurs soucis d'enregistrement au finesse à leur contact à la DREETS. Et ensuite, la DGT centralisera les demandes et, euh, et fera remonter à l'ANS pour correction. Oui, alors après, certains nous ont fait part de contacts déjà, réalisés en direction et de leur DREETS et de leur ARS avec des interlocuteurs qui savaient pas encore répondre. On Oui. Alors, la DGT communiquera auprès des DREETS pour leur signaler la mise en place du finesse et la nécessité de bien faire remonter les demandes de correction. Voilà, et on transmettra aussi de la documentation aux DREETS pour qu'ils soient bien informés des dernières étapes de la mise en œuvre du finesse. Et alors, concrètement, on a plusieurs cas de figure. Donc, déjà redire que, sur la base que vous avez à l'écran et quand vous faites l'export du fichier, il y a une colonne qui s'appelle finesse juridique et une autre qui s'appelle finesse. Et madame, Papadamaki l'a dit tout à l'heure, c'est bien le numéro finesse juridique qu'il faut utiliser. Voilà. Ça, c'est une première réponse. Une autre question, c'est si mon service change de nom, même s'il garde le numéro SIRET, que dois-je faire? Alors là, la question, j'imagine qu'elle, c'était plutôt, si jamais j'ai fait un contrat avec l'ANS et que je change de nom, du coup, j'imagine, est-ce que je dois tout refaire? Je pense que du coup, c'était ça la question. Alors je n'aurais pas la réponse. Je pense que comme c'est lié au finesse, a priori, si jamais c'est juste un changement de nom, il y aurait pas besoin de tout refaire, toute la démarche, mais on va quand même se renseigner, voilà, pour s'assurer que on dit pas des bêtises et je crois qu'il y avait aussi une autre question auquel on n'a pas encore pu répondre, qui était sur quel est le volet du référentiel national d'identité-vigilance qui nous concerne nous, service de prévention et de santé au travail et là aussi on va reboucler avec, le réseau qui a rédigé le référentiel pour avoir, une confirmation de leur part et j'en profite parce que j'ai beaucoup de questions, dans le chat là-dessus. Donc concernant les éditeurs, je pense que vous l'avez compris, hein, il y a beaucoup de choses qui dépendent de vos éditeurs. Vos éditeurs doivent d'une part intégrer le téléservice INSI pour vous permettre de faire l'appel au téléservice INSI. Ça, c'est la première marche qu'ils doivent franchir et cette marche, elle est validée par une autorisation qui est délivrée par le CNDA.
qui va donc autoriser les éditeurs, mais juste un petit point de vigilance, le fait que votre éditeur soit autorisé par le CNDA, ça ne veut pas dire qu'il a fait tous les travaux qu'on lui a demandés. Ça veut simplement dire qu'il est en capacité d'appeler Téléservice INSI. Mais après, vous l'avez vu, il y a toutes les règles d'identité-vigilance. Il y a également des sujets de votre logiciel doit devoir gérer un champ matricule INS, un champ prénom de naissance, un champ nom de naissance, etc., etc. Et donc, tout ça, ce sont des exigences qui sont portées donc, par un autre guide, le guide d'implémentation. Et ça, le CNDA n'a pas de regard sur le respect ou non de l'éditeur de ce guide. Voilà, donc il y a aussi un chantier à côté, nous on appelle ça plutôt l'implémentation, que l'éditeur doit également mener en parallèle. Et on avait entamé là déjà depuis plusieurs mois, même années on va dire, des échanges avec en tout cas avec les principaux éditeurs de votre secteur pour s'assurer d'une part qu'ils avaient bien connaissance de ces deux chantiers à mener, qu'ils avaient tous les documents à leur disposition. Voilà, donc on les a aussi aidés et suivis par rapport à ça. Oui, il y a 2 ans, nous avions déjà fait une conférence devant les médecins relais de vos services de santé au travail interentreprises, sur lequel Madame Buguet avait pointé l'avancement logiciel par logiciel. Nous ne l'avons pas réactualisé parce que là, ça bouge énormément et puis un petit peu faute de temps, mais sachez que les principaux éditeurs de logiciels, fournisseurs des services de santé au travail sont en relation avec l'Agence du numérique en santé. Excusez-moi, Monsieur Carbonel, vous levez la Oui, main. j'avais juste une question un peu pratique pour l'ANS. Quelles sont les données, enfin les éléments à transmettre au DRETS par l'SPST en cas de demande d'inscription, de correction? On va poser la question. Je pense que on va revérifier. Je pense que ce sont les mêmes éléments qu'on avait demandé initialement au Ouais, DRETS pour constituer le fichier initial. Je pense que ça va être les mêmes informations, mais d'accord. on va confirmer ça. Et j'en profite, il y avait aussi la question de l'inscription au registre en cas de fusion et absorption, qui revenait pas mal, où j'ai pas forcément la réponse. Oui, Voilà, est-ce si que 2 vous avez... services ont un finesse, mais qu'ils fusionnent. Qu'est-ce Voilà, c'est qui ça, par Ouais, exemple. et ça, pareil, ça c'est une question, il faut qu'on voit avec l'équipe qui est en charge de ce sujet, comment ils comptent gérer ces situations-là. D'accord. Après, il y a une question, c'est quel certificat doit-on demander dans le formulaire F413, qui est le formulaire qui permet de désigner l'administrateur technique auprès de l'Agence du numérique en santé? On complète le formulaire 413 et on le transmet à l'ANS sur l'adresse monserviceclient.certificat. Et dans ce cas-là, quel certificat doit-on demander dans le formulaire F413? Alors moi, je ne comprends pas tout à fait la question, mais peut-être allez-vous la comprendre. Quel certificat pour Oui. utiliser dans notre logiciel métier le téléservice INSI en tant que service de santé au travail? Oui, il y a 2 types de certificats à commander qui sont, il me semble-t-il, HOT et CLIC. Si vous me donnez juste 2 minutes, je vais aller regarder. Jamais j'arrive à retrouver l'information, mais normalement, vous devez avoir, Ah oui, c'est ça, je les ai, HOT c'est et CLIC. Quels sont les 2 certificats à demander pour le téléservice INSI? org-du-8 AUTH-CLI. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Oui. Ce sont ceux-ci à demander. Alors, si c'est un certificat personne morale, c'est celui que je viens de vous dire. Si c'est un certificat personne morale organisation, pour les DMP, donc ça nous concerne moins, il s'y ajoute un autre, C'est ça. Ce ne sont pas les Donc mêmes certificats que vous demandez pour l'INSI et le DMP. Ce sont ouais, donc certificats c'est différents. T-8 AUTH-6 CLI. Voilà. Alors qu'est-ce que j'avais noté?
noté comme autre. Oui, alors vous dites, certains disent, mais nous, on n'a que le premier prénom de la personne. Ben oui, c'est le changement de fonctionnement que nous allons devoir avoir, fonctionnement qui a déjà pénétré l'hôpital, les médecins libéraux, et surtout beaucoup l'hôpital, de demander des pièces d'identité sur lesquelles il y a plusieurs prénoms. Et parce qu'on sait que, bien évidemment, et c'est pas à vous que je vais apprendre, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent, non pas Le Corinne, parce que ça fait partie un petit peu des choses moins fréquentes, mais Dupont-Pierre, il y en a des centaines en France. Voilà. Donc, voilà. Et après, je vois qu'il y a lors du téléchargement du certificat et de l'installation, j'imagine. Enfin, l'installation a été mise en place pour l'ensemble des utilisateurs sur un serveur. Bah, c'est tout l'intérêt du certificat. La carte, c'est au niveau de la personne physique et le certificat, c'est au niveau de la personne morale, enfin de l'entité. Donc, effectivement, à partir du moment où vous avez votre certificat, il est valable pour toutes les personnes à Oui, confier c'est-à-dire au service. En gros, on avait déjà fait des conférences, c'est pour ça qu'on n'est pas revenu dans le détail, mais les professionnels de santé ont des cartes pour s'authentifier. Mais dans vos services de santé au travail interentreprises, d'autres personnes qui ne sont pas professionnelles de santé interviennent dans ce processus et il était utile qu'ils disposent non pas de la carte du médecin qui est à côté d'eux, comme il se fait classiquement dans certains endroits en médecine libérale, mais qu'ils aient quelque chose qui leur soit autorisé. Et pour ça, le service a une authentification et qui permet de donner des droits à certaines catégories de personnel, enfin, pas obligatoirement à tous les personnels, mais n'est-ce pas, Madame Buguet? Oui, c'est ça, tout à fait. Et je vois qu'il y avait une question aussi sur, effectivement, le lecteur de carte, c'est que pour la CPX. Tout à fait, et quand vous avez, le certificat, il n'y a pas besoin, de lecteur à côté. Et le lecteur de carte, c'est un lecteur d'une carte physique, un peu comme une carte bleue. C'est ça. Cependant, il y a quelque chose qui est quasiment plus facile à utiliser, enfin, pour moi, je trouve plus facile à utiliser, c'est la version virtuelle de cette carte. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'acheter, même si c'est que quelques euros que quelques euros, le lecteur de carte pour chaque ordinateur que vous enfoncez dans l'ordinateur et puis dans lequel vous mettez votre carte, puisque sur votre application téléphone, vous avez la carte ICPS et donc vous la transportez partout et c'est un très grand confort et les services l'ont testé puisque en période Covid, vous aviez besoin de vous connecter avec les cartes professionnelles de santé et que nous vous avions accompagné. C'est pour ça qu'on considère un petit peu qu'il y a un certain nombre de choses qui sont acquises de votre part. Nous vous avions accompagné, présence, et l'ANS d'ailleurs, pour que vous soyez en situation d'obtenir les cartes CPX, CPS et les ICPS. C'est ça. C'est vrai que c'est très intéressant la ICPS. Il y a juste enfin, en fait, aujourd'hui, vous ne pouvez pas encore accéder au téléservice INSI avec la ICPS. Malheureusement, il y a des travaux qui sont en cours. C'est pas encore possible, mais normalement, à partir de T1, enfin, en tout cas, on va dire 1er semestre 2024, vous pourrez effectivement accéder au téléservice INSI avec la ICPS. Donc vous aurez, Ah, bah en alors, plus du certificat et oui, oui. c'est petit souci. Et en plus, donc, en plus du certificat et de la carte physique, donc la carte physique, ça peut être la CPS pour les professionnels de santé, mais aussi les CPE, les personnels d'établissement. Je vois qu'il y avait une remarque là-dedans là-dessus dans le chat. Donc la CPE fonctionne aussi pour, la CPE physique, nominative par contre, fonctionne pour accéder aussi au téléservice INSI et la ICPS, ça sera voilà à partir de 2024 que ça sera possible. Et après, je crois qu'il y avait aussi pas mal de questions autour de la, vérification, validation de l'identité que j'avais pas eu le temps de répondre. Alors, a-t-on le droit de demander la carte d'identité et quel professionnel dans un SPST peut le demander? Alors, enfin, n'importe qui, hein, peut le demander. Enfin, ça peut être le secrétariat ou ça peut être le professionnel. Et en fait, il faut bien avoir, conscience que c'est pas, un contrôle d'identité qu'on vous demande de Oui. faire. C'est absolument pas l'idée. C'est simplement de s'assurer de la cohérence entre les informations.
de s'assurer voilà, que ce que retourne le téléservice Inti, vous l'associez bien à la bonne personne. Parce qu'après, comme c'est cet identifiant qui est la clé pour échanger avec toutes les autres personnes, pour alimenter le DMP, etc., si on met le mauvais identifiant à la mauvaise personne, bah voilà, tout de suite, en fait, tout l'intérêt derrière et bah, enfin, ça va être très limité. Donc, c'est simplement ça l'idée, de s'assurer de la cohérence entre ce que retourne le téléservice Inti et ce qu'il y a d'inscrit sur la pièce d'identité. Et donc, ça peut être fait par voilà, entre guillemets, n'importe qui dans le service. On a également, voilà, il y a des affiches qui sont à disposition sur le site. Enfin, on a fait tout un kit de communication pour expliquer aux usagers l'intérêt aussi de l'INS et de pourquoi on va leur demander la pièce d'identité, si jamais ça peut Oui, vous c'est ça. aider aussi. Oui, dire qu'il y a une iconographie et des affiches qui peut-être seront nécessaires au début d'afficher dans les Pour salles d'attente sensibiliser. de vos services de santé au travail, interentreprises, parce que j'ajoute interentreprises parce que je ne suis pas habilitée à parler aux autres, c'est pour ça que je fais ça, mais je me doute bien qu'il y a quelques services autonomes autour de la table, hein. Mais parce que c'est ce qui se passe à l'hôpital et en libéral. Mais il faut quand même démystifier un petit peu cette crainte. Bon nombre de services avaient l'habitude de demander la carte d'identité, non pas pour un contrôle, mais parce qu'il est plus simple de recopier un nom à partir d'une carte d'identité que de la faire épeler. Donc, vous savez très bien que bon nombre de vos secrétaires pratiquaient de la sorte et ceci depuis longtemps. Donc, redire, et c'est ce qu'ils disent dans le chat, et notamment, je pense qu'interviennent certains des éditeurs de logiciels qui se sont connectés comme en tant qu'auditeurs, et les principaux sur le marché sont référencés auprès de l'Agence du numérique en santé. Quelqu'un en a cité deux, le troisième a fait remarquer qu'il était aussi. En gros, Padoa, Access et Health at Work. C'est vrai que je n'ai pas vu citer Val, donc je n'ai pas la réponse. Voilà, mais en tout cas, tous font une démarche, peut-être Madame Buguet, vous le savez d'ailleurs, parce que vous êtes en contact avec tous. Oui, alors c'est surtout, donc l'autorisation, c'est plutôt porté par le CNDA. L'ANS, on n'autorise pas en fait D'accord. enfin, on n'a pas de Oui, oui, regard oui, sur les oui, oui, éditeurs oui. de médecine au travail. Vous savez qu'il y a le programme Ségur et dans ce cadre-là, il y a un référencement des éditeurs qui est prévu, mais à date, il y a pas enfin, le secteur de la médecine du travail n'est pas intégré dans ce référencement. Donc l'ANS n'intervient pas voilà, auprès enfin, ne référence pas les éditeurs du secteur de la médecine du travail, mais effectivement, on a travaillé en proximité avec certains éditeurs qui voilà, ont déjà bien avancé dans ces travaux-là pour respecter le guide d'implémentation, même si jamais il n'y a pas derrière le tampon de l'ANS là-dessus. Et notamment Val Solutions, Padoa, Elsatrop, enfin tous ceux que vous avez cités, effectivement, on avait déjà pu échanger avec eux. Donc on me dit Val pour eu égard, mais pas pour Préventiel, c'est-à-dire que la société a la possibilité pour le dernier logiciel sur le marché, mais pas pour le précédent. Il était question des prix des lecteurs de cartes. C'est déjà un sujet effectivement que nous avions abordé pendant le Covid. Je vois à 17 €. Moi, je l'ai moi-même acheté, c'est moins cher. On peut le trouver très, très facilement à moins cher. Et il faut savoir qu'il y a au moins 2 services que je connaisse qui se sont dotés de ces lecteurs de cartes depuis longtemps, puisque ça leur permet d'être la carte d'authentification, l'un pour se connecter au logiciel de santé au travail pour des professionnels de santé, et un autre même pour circuler dans l'établissement, pour avoir accès à certains bureaux. Voilà. Et bien sûr, comme ils ont acheté en masse, ils ont négocié l'achat de ces lecteurs de cartes et ils les ont achetés moins cher. Voilà. Et je vois qu'il y D'ailleurs, avait des questions aussi sur renseigner le formulaire 413, je crois, ou sur le processus pour commander les certificats. oui. Je crois que ça avait des questions, voilà, un petit peu techniques. Je vais vous mettre dans le chat un document, alors qui est plus orienté, donc Ségur,
pour les établissements de santé, mais vous verrez, il y a une démarche qui, en fait, est commune, à tout le monde. Donc effectivement, il y aura certaines diapos où vous n'allez pas vous retrouver, mais en tout cas, pour les éléments très techniques, on va dire, ou pour la démarche de comment je me connecte, sur quelle plateforme, qu'est-ce que je saisis, là, vous allez normalement de retrouver les informations. Donc je vous mets le document, dans le chat. Oui, quelqu'un nous fait remarquer qu'il existe aussi des claviers avec lecteur de cartes intégré. Voilà. Et puis, il existe encore, je peux vous le dire, des lecteurs de 2 cartes, ce qui peuvent être utilisés par les médecins libéraux. Ainsi, le lecteur peut lire la carte CPX ou CPS. Elles s'appellent toutes, c'est toutes des CPX, et pour les professionnels de santé, c'est les CPS, mais aussi par ailleurs la carte vitale, d'accord? C'est ce qu'ils font en médecine libérale, d'accord? Nous, on a vu qu'on avait d'autres possibilités que d'utiliser la carte vitale par un contrôle des traits d'identité, etc. Parce que nous avions l'impression que ce n'était peut-être pas la meilleure des solutions, que d'être confusant et de demander la carte vitale à des travailleurs qui viennent en service de santé au travail passer la visite qui est dans le cadre d'un contrat tripartite avec un employeur et payé par l'employeur, et dans lequel la sécurité sociale ne joue aucun rôle de remboursement. Or, les gens sont habitués à ce que leur carte vitale serve essentiellement à des remboursements par la sécurité sociale, et ça pourrait laisser croire aux travailleurs qui viennent passer leur visite que quand ils vont passer une visite en santé au travail, finalement, ils sont dans un organisme dépendant de la sécurité sociale. Voilà, donc c'est peut-être pas, c'est peut-être pas la peine d'être confusant, et c'est pourquoi il est inutile de se doter de ces lecteurs bicartes qui sont alors là plus onéreux de toute façon. Et je crois qu'il y avait aussi une question, donc pour les certificats, enfin pour le terme exact, hein, on en a parlé avec madame Leteux, mais effectivement, c'est org.cli. Ça, c'est voilà pour le certificat à commander pour le téléservice INSI. Je vous ai remis, précisément l'intitulé dans le chat, et je crois qu'il y avait aussi une question sur, si jamais la personne ne veut pas présenter la pièce d'identité, est-ce qu'il y a quelque chose à faire réglementairement auprès des salariés? Alors, non, il y a rien à déclarer après. Si jamais la personne refuse de vous présenter, sa pièce d'identité, vous simplement, vous allez rester dans votre logiciel sur une identité qui est soit au statut provisoire, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas fait appel au téléservice INSI, vous n'avez pas validé l'identité, ou simplement au statut récupéré, vous avez fait appel au téléservice INSI, mais vous n'êtes pas allé jusqu'à la qualification parce que vous n'avez pas eu de la pièce d'identité du salarié. Mais ça s'arrête là, et après vous prenez en charge le salarié comme vous avez l'habitude de le faire. Ça ne change rien à votre pratique. Après, c'est juste que c'est une perte de chance pour le salarié. Voilà, mais si la personne ne veut pas vous présenter sa pièce d'identité, il n'y a pas de conséquences derrière, pas pour les salariés. Oui, parce que revenons en arrière, quelqu'un m'a dit, mais finalement, il croyait ne pas être concerné par le FINES et l'INS. Alors, je rembobine plusieurs années en arrière maintenant, où des textes sont parus, qui expliquaient que il était besoin d'un identifiant unique, ça, et vous en êtes tous convaincus, pour ne pas avoir des doublons, des triplons ou des mélanges de dossiers. Mais en plus, dès lors qu'on avait possibilité de disposer de l'identifiant, de l'identité nationale de santé, on était pour y accrocher des données de santé, parce que on n'était pas autorisé à créer un autre identifiant pour y accrocher les données de santé. D'accord? On ne va pas créer un ersatz, un alias, ça, c'est pas possible. Donc, cette procédure, c'est un incontournable, et on se doit, on est obligé de le faire pour accrocher toutes les données qui étaient sur papier, en dossier médical en santé au travail, voilà, qui n'avait pas obligatoirement, qui n'avait pas le numéro de sécurité sociale et parfois un numéro de dossier. Donc voilà, revenons en arrière, c'est donc une obligation, mais vos logiciels sauront vous montrer normalement la qualité de qualifié ou non qualifié pour cet INS, d'accord?
Je ne sais pas si j'ai bien compris, peut-on s'affranchir des cartes CPX si l'éditeur propose Oui, oui. un accès direct au Enfin, téléservice ici? du coup, c'est en fait, c'est un accès direct, mais via certificat. Bah oui, oui, l'accès direct, c'est-à-dire que en fait, vous avez accès via, votre écran quand vous êtes sur votre logiciel santé au travail de chez votre éditeur au téléservice INSI. En fait, il y a une passerelle qui se fait via votre logiciel usuel, mais pour autant, il faut que vous vous soyez, authentifié pour y avoir accès. Pouvons-nous mettre en place dès maintenant l'installation ou avons-nous du temps? Alors, monsieur Carbonel, depuis quand la loi nous demande-t-elle d'être en face? Heu, dès lors qu'on a les finesses que depuis un mois et qu'il y a peut-être quelques petits cafouillages avec certains qui ont 2 finesses, mais maintenant on sait qu'ils doivent prendre celui du siège social. Certains qui les 3 en France, service inter, qui ont pas de finesse, donc ça, c'est pas beaucoup, mais certains qui ont un numéro finesse correspondant à l'appellation du début d'année 2023, alors qu'ils ont fusionné depuis. Voilà. Alors, sachant qu'il y a ce Alors, petit handicap. en principe, la loi est entrée en vigueur, hein. Elle est entrée en vigueur le 31 mars 2022. Donc, en principe, tous les SPC doivent utiliser l'INS. Après, on sait que ça prend du temps, évidemment. Donc, voilà, il y aura une tolérance, évidemment. Mais on sait que voilà, que les démarches sont pas évidentes et qu'il y a aussi pas mal de travail à faire en interne pour pouvoir mettre en place toutes ces procédures. Donc, bon, on sera conciliant. Après, c'est un objectif vers lequel tous les services doivent tendre, compte tenu des implications que ça a sur la portabilité des données, sur l'accès à moins d'espace santé. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Et n'oublions pas que dans la certification dont font l'objet, les services, il y a, des critères concernant les systèmes d'information. Donc de toute Oui. façon, voilà. Et puis madame Buguet, vous parlez du chat. Alors moi, sur mon interface, je vois la conversation, mais je n'ai pas Oui, c'est par ça, c'est la ailleurs. conversation. Ah d'accord, Pardon, pardon, pardon. c'est Non ça, mais oui, oui. d'accord, excusez-moi, parce que parfois il y a questions-réponses et conversation, donc je voulais être Non, sûre non, qu'on. non, c'était la même chose. Non, non, je remettais juste en évidence le lien vers le guide, qui voilà, décrit la procédure qui encore une fois est plus orientée, établissement de santé et Ségur, donc il y a certaines, diapos qui vont pas vous parler, mais en tout cas tout à la fin, vous avez la démarche à mener sur la plateforme, dont je vous ai aussi remis le lien dans la conversation et qui est la plateforme sur laquelle vous allez commander et retirer vos certificats. Parce qu'on nous a posé donc la question sur les délais, donc comme le disait, Johanna, pour la contractualisation, parce que ça c'est la première partie, hein, je pense que vous l'avez bien compris, à partir du moment où vous avez un dossier qui est complet, il faut compter une dizaine de jours, sachant que en fonction du nombre de demandes, qui est reçu par, le service, client, ça peut être plus ou moins long. Donc c'est vraiment un délai approximatif et à partir du moment, par contre, où vous avez, voilà, le contrat qui a été, délivré, et bah, là, vous êtes totalement autonome pour aller commander et retirer votre certificat et ça se passera sur, la plateforme, PFC, voilà, le service, e-santé.gouv.fr que je vous ai remis dans la conversation. Et peut-être, vous avez bien compris que la DREETS et l'ANS étaient tout à fait en situation de vous accompagner. Se sont emparés aussi d'un accompagnement dans 2 régions de vos services, les anciens grades, les CGS, je crois. Il s'agit vous pouvez vous rapprocher d'eux en région Bretagne et en région Pays de Loire. Mais pas tant pour le problème du FINES, puisque vous avez bien compris que ça devait passer par la DGT. Mais après, très concrètement, pour disposer de la documentation de l'ANS, en fait, c'est voilà, Et je crois qu'il y avait une question si je m'authentifie avec, le logiciel avec mon profil métier,
Cela nécessite-t-il en outre l'utilisation d'une carte CPX? Après, ça dépend en fait de l'usage que vous allez avoir derrière, puisque je crois que si jamais c'est pour faire, par exemple, faire de la facturation, quelque chose comme ça, il faut avoir une carte. Si vous voulez utiliser le DMP, ça sera encore différent. Là, c'était vraiment pour l'usage du téléservice INSEE vous a présenté. Mais après, si vous avez besoin de d'autres usages, peut-être que vous aurez besoin d'utiliser une carte pour d'autres usages sur votre logiciel. En fait, concrètement, si comme en médecine libérale, seul le médecin avait interrogé le logiciel, le téléservice INSEE, on n'aurait pas eu besoin de vous faire, de faire en sorte que vous obteniez des certificats d'authentification, d'accord? Mais dans les services, il n'y a pas que des professionnels de santé. Et puis, c'est bien qu'ils soient aidés par d'autres pour des tâches qui ne sont pas typiquement de l'expertise médicale. Et pour cela, nous avons fait en sorte que d'autres personnels puissent disposer de cartes et pour cela, il fallait que le service lui-même, le service de santé au travail, dispose d'un certificat d'authentification. Et pour cela, en amont, je rembobine dans l'autre sens de la présentation, il fallait que les services disposent d'un numéro FINES. Vous disposez enfin ce mois-ci du numéro FINES et donc maintenant, vous pouvez décliner la suite. Cette présentation vous en a donné des grandes lignes et des détails et aussi beaucoup de références. Sur le site de l'ANS, vous avez même ce qui a été survolé tout à l'heure, mais des cas d'usage. La personne se présente, elle a 2 cartes d'identité, elle a pas sa carte d'identité, donc enfin tous les cas de figure, puisqu'on a la chance que les hospitaliers et les libéraux aient un peu essuyé les plâtres pour nous et donc ont bénéficié de ce retour d'expérience. Voilà. Mais peut-être, il serait intéressant que vous nous disiez si nous avons répondu à vos questions et si vous avez besoin d'un accompagnement supplémentaire. Et pour les demandes des CPS, c'est l'ordre, normalement, qui se charge de vous les donner. Oui, Les CPE, oui. c'est les cartes de personnel d'établissement, c'est l'ANS. Mais par contre, tout le reste, pour les professionnels de santé ou les professionnels ordre, c'est à voir avec votre ordre. Oui, et ça me permet de redire, que les médecins ont une carte, ont un numéro et sont inscrits à l'ordre et donc ont pas de mal à obtenir leur carte CPS. Il devrait en être de même pour les infirmières qui ont l'obligation, elles aussi, même si elles exercent dans un service de santé au travail, puisque ce n'est pas lié à l'exercice, d'adhérer à leur ordre infirmier. Et donc, par ce biais, devraient avoir une carte. Mais on s'est aperçu en situation de Covid que bon nombre d'infirmières, et ce n'est pas spécial à la santé au travail, mais spécial à la corporation, sont pas inscrites à leur ordre. Et donc, on avait le même problème finalement pour une infirmière que pour un personnel non professionnel de santé pour les accès au SIDEP. Non, Karine, viens. Non, on ne Pardon? va pas. Ah, il y a quelqu'un qui est pas. Voilà. Et je vais aussi en profiter pour vous remettre dans la conversation les liens vers les pages sur le site de l'ANS qui décrivent, qui décrivent tout autour des cartes de santé et autour des certificats. Voilà, n'hésitez vraiment pas à les consulter parce qu'elles sont bien faites et vous avez justement, en fonction de la profession, vers qui je dois m'orienter pour avoir la carte. Et alors je pense que du coup, ce sont les liens qu'on vous a remis dans la présentation, mais je vous les remets aussi dans la conversation, comme ça vous les aurez en direct. Ouais. N'hésitez pas vraiment à consulter ces pages qui sont très bien faites. Je vous ai mis un lien vers la page pour les cartes et un lien vers la page pour les certificats. Moi, je suis en train de balayer pour m'assurer que nous n'avons pas oublié des questions que vous aviez posées ou alors
reprendre des questions où nous avons répondu individuellement et pour lesquelles nous répondons. Donc, bien sûr, vous disposerez enfin, pas bien sûr, mais nous nous sommes accordés, l'ANS a enregistré et vous disposerez du replay de de cette présentation, de ce webinaire, bien sûr sur le site de l'ANS. Nous le mettrons sur le site de Présence aussi et puis tout le monde pourra s'en emparer. Nous l'adresserons aussi qui le demande par mail, mais enfin, c'est tout simple d'aller le télécharger sur le site de nos structures. Voilà, je crois qu'il semble que nous ayons fait le tour, puisque existe-t-il un modèle d'homologation pour les SPSTI? Non. Si vous faites référence à la procédure d'auto-homologation que vous devez faire si, vous utilisez un certificat, non, il y a pas de modèle, je pense que ça doit être ça. Il y a pas de modèle pour, les services de santé au travail, mais par contre le guide en fait, voilà est assez générique donc vous pouvez tout à fait vous appuyer dessus, sur le guide qui a été réalisé, voilà et puis l'idée c'est simplement, mais comme Johanna vous l'a présenté, de voilà, repérer, les risques, identifier l'utilisation d'un certificat et en face, quelles sont les mesures de prévention de sécurité que vous mettez en place et voilà, c'est ça le plus important en tout cas. Bon, et peut-être que nous allons nous quitter et nous souhaiter un bon week-end. Et une petite dernière question, si nouvelle embauchée, le certificat fonctionne automatiquement ou faut-il un référencement? Oui, comme c'est vraiment au niveau de l'entité, enfin au niveau de la structure morale, oui, il y a pas besoin, enfin ça ne change rien s'il y a une nouvelle personne qui arrive ou qui part, ça ne change rien au fonctionnement du certificat. Ah oui, oui, si nouvelle embauchée dans un service de santé au travail et que vous avez un certificat, vous pouvez effectivement appliquer des droits à ce nouvel embauché. Il n'y aura pas besoin de refaire des démarches, auprès de l'ANS. OK. Bon, mais écoutez, je vois des merci, donc c'est que ça doit vous aider un petit peu. Et puis bien sûr, nous restons à votre disposition et je remercie beaucoup, la Direction générale du travail et l'ANS, de leur implication, de manière à ce que ce dossier avance, même si on sait qu'il a connu un certain nombre de retards. Mais dès lors qu'on a le FINES, vous voyez, on a mis en place un webinaire, pour vous satisfaire. Eh ben, merci beaucoup pour votre présence et pour toutes vos questions. Voilà, je crois que voilà, il y avait encore, 2-3 petites questions que je me suis notées, on n'avait pas pu vous répondre, mais on va chercher les informations et voilà, quand on aura les éléments, on vous renverra tout ça et puis comme le disait madame Le Theu, avec le support et le replay qui vous seront mis à Oui, c'est ça, disposition. peut-être. Alors, quand on dit on renverra, comme on n'a pas les adresses mail des personnes, puisque c'est une On mettra à structure, disposition. on mettra à disposition et je vais peut-être regarder qui a posé la question et puis on fera attention aussi. Les personnes qui ont des questions et qui sont dans des services interentreprises, questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Alors, monsieur Antoinet du CIHL, votre question, je l'ai déjà dans ma boîte mail sur le RNIV, c'est pas la peine. Mais pour les autres questions qui sont en attente de réponse, n'hésitez pas à me les adresser à c.leteux@presanse.fr de manière à ce que je vous route la réponse de madame de l'ANS. Voilà, ben, bon week-end, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour cette présentation. Si, au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir tout le monde.